Ça va bien? Donc, je recommence en vous remerciant énormément là, pour cette présentation qui était succincte, mais vraiment éclairante. Et je prends le temps d'expliquer les règles du jeu à ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Donc, on demande aux gens qui sont dans le groupe ce soir de ne pas interrompre la conversation, donc de garder vos microphones éteints, comme je l'avais fait moi-même au début, puis je me parlais toute seule. De aussi garder vos écrans éteints parce que ça ralentit sinon le fil de discussion. Puis en fait, par contre, si vous avez des questions, et c'est ça le but, dans le bas de l'écran, il y a un bouton chat et vous pouvez cliquer sur le chat et y écrire votre question ou vos commentaires ou vos réflexions. Si vous voulez, vous pouvez aussi nous présenter qui vous êtes, parce que des fois, ça nous explique un petit peu mieux d'où vient la question, qu'on comprend de quel domaine vous venez ou dans quelle expertise vous voyez qui amène la question. Et ce qui va arriver, c'est que Antoine et moi, avec l'aide de plusieurs personnes qui sont en arrière-plan qu'on ne voit pas, nous allons adresser dans l'ensemble de ces questions-là, en tout cas dans la mesure du possible, à travers la prochaine demi-heure de conversation. Donc, en vous écoutant parler sur ce sujet vraiment fascinant, je pense que moi, j'ai plein de questions, là, je vous préviens. Mais j'avais un peu comme une question beaucoup plus large pour commencer, parce que je pense que si on réfléchit un petit peu plus largement, ça va être plus facile après ça de répondre à certaines des autres questions que j'avais pour vous. Donc, je vous lance une question qui est pour laquelle il n'y a probablement pas une réponse, mais à laquelle j'aurais aimé avoir votre sentiment face à ce que sur quoi vous travaillez. Puis en fait, ça vient on l'a vu, on a vu quand même un grand effort, je pense, au niveau populationnel d'embarquer dans les recommandations de la santé publique. Donc, on sait qu'on est capable de faire ces efforts collectifs, de travailler ensemble pour le bien de tout le monde. On a vu le rôle important que la santé publique a joué là-dedans. Et la question que je me posais, c'est, on a aussi vu, par contre, et on le voit encore plus maintenant, les difficultés que la santé publique peut avoir et les limites des ressources humaines, les limites des ressources physiques. Et je sais, donc, entre autres, ces technologies de traçage sont amenées comme un outil complémentaire et qui peut aider dans le contexte de ces difficultés qu'on connaît puis qu'on voit. Comment réfléchir, c'est un outil, donc est-ce que c'est un outil de la santé publique ou comment réfléchir cet outil-ci en tant que complémentaire à la santé publique ou en fait, comment voir le rôle de ces deux choses si elles ne sont pas une? Je ne sais pas si ma question a du sens quand je la dis. Nathalie, c'est une excellente question. Okay. C'est bon. Je me lance, puis ensuite Marie-Pascale et Sylvain pourront compléter. Ça revient, je pense, à s'interroger sur justement chaque outil comme c'était un outil en soi. Vraiment, chaque protocole, chaque application est un outil en soi, à mon avis. En ayant fait justement cette recherche-là avec Sylvain et Marie-Pascale, ce qu'on constate, c'est que tant au niveau des implications sociétales, éthiques, mais également de l'efficacité même de l'outil, c'est très, très différent d'un outil à l'autre selon les stratégies qui sont utilisées. Donc, moi, je ne le prendrais même pas comme outil de traçage, mais vraiment appli par appli, parce que certaines applis, justement, se basent vraiment sur l'implication de la santé publique. C'est-à-dire que le code de la santé publique, disons, va fournir un code anonyme à une personne et lui proposer d'indiquer ça dans l'application. Comme ça, tout le réseau de contact de cette personne-là va être averti qu'ils ont été en contact étroit et significatif avec un individu positif à la COVID. Mais il y a d'autres applications comme celle que Mila propose où c'est vraiment l'information est dans le portable, dans le téléphone de l'usager. Donc, la santé publique, il pourrait avoir une aide pour la santé publique, mais ils n'ont pas un rôle de premier plan, contrairement à d'autres protocoles. Donc, ça dépend d'application en application, je dirais. Mais en même temps, c'est sûr que c'est vu comme un outil complémentaire à ce qui est capable de pouvoir réaliser la santé publique. Je pense que tu as bien amené le problème quand même de la main-d'œuvre, entre guillemets, là, quand on veut faire en tous les cas du traçage des personnes de façon manuelle et avec le téléphone, un papier et un crayon et essayer de pouvoir rétablir les réseaux de contact. C'est sûr que ça a quand même des limites à un moment, un système comme celui-là, mais est-ce qu'on est prêt à aller sur un système qui lui aussi a aussi des limites, qui a des limites évidemment, comme on a évoqué au niveau éthique, sur la façon dont les données sont collectées, la nature de la donnée, la façon dont elle va ensuite être exploitée, puis ensuite comment elle va être conservée ou si elle va être effectivement supprimée.
Je pense qu'il y a un jeu avec la santé publique quand même qui est toujours présente. C'est sûr qu'après, l'accès à la donnée, est-ce que l'initiative vient de la santé publique ou l'initiative vient d'autres développeurs? Ça va effectivement aussi conditionner la manière dont l'information va être collectée. Mais c'est un outil complémentaire. Mhm. Il y a une image. Vas-y, Sylvain. Ben, moi, ce que je pourrais dire, puis ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est qu'il y a plusieurs options qui vont être suggérées et le gouvernement n'a pas nécessairement choisi. Excusez, c'est mon chien qui... Mais a choisi son moment. Mais dans tout ça, ça va être la différence vraiment si les gens décident de participer ou non. Dans le détail et dans l'ouverture vers le monde, on ne passe pas notre voiture à n'importe qui. Alors, je ne passerai pas mes données à n'importe qui, puis je vais avoir des conditions pour accepter ça. Je pense qu'on a été prêt à faire beaucoup de sacrifices pour le confinement, etc., mais ça inclut aussi qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Sinon, si on attend, surtout de façon volontaire, à ce que les gens participent, bien, si ça ne respecte pas un minimum, oubliez ça, là. Il y aura pas, les gens ne voudront pas s'inscrire. Alors, je pense que dans le jugement et dans le choix des applications, je pense que c'est primordial, surtout si c'est volontaire, de faire ça. Sinon, ça en va dans un peu comme en Chine ou tout ça, où est-ce que les gens n'ont pas eu le choix d'embarquer là-dedans. Et il y a une image qu'on entend souvent, mais c'est celle des résultats de tests qui proviennent par fax. Et c'est choquant quand même de se dire on est en 2020, puis il y a ce genre de structure qui est un peu vétuste, si on peut dire. Et là, surtout, on est un peu embêté dans ce contexte-ci parce que le virus, de par son épidémiologie, on constate qu'il peut y avoir quand même une bonne proportion des personnes qui sont infectieuses, qui sont contagieuses avant même de le savoir. D'où l'importance d'essayer de contacter les gens le plus rapidement possible. Et c'est ce que cette technologie-là promet. Mais est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va s'actualiser? Pour l'instant, les données, il n'y a pas de données probantes à cet effet-là. Comme je le mentionnais dans la présentation, c'est encore basé sur des modélisations. C'est basé sur l'attente, par exemple, que les gens, s'il y a une implication de la santé publique qui dit, bon, ben voilà le résultat, on vous suggère de faire telle chose, c'est basé sur un pic à 100% des usagers. Est-ce que c'est réaliste? Je pense que c'est à chacun d'y réfléchir. Moi, je rajouterais quand même qu'on est encore dans un mouvement quand même de recherche, là, comme on disait, on n'a absolument aucun recul. Il ne faudrait pas donner un faux sentiment de sécurité aux personnes qui l'utilisent parce qu'on le vend comme étant justement un moyen de traçage qui est complémentaire. Il faut quand même le remettre dans une perspective où on recherche encore de l'information pour savoir si un outil comme celui-là peut être performant ou pas et justement complémentaire à d'autres modalités de traçage. Merci. Donc, pour construire un petit peu sur cette question-là que j'avais, puis ça fait écho à quelque chose que Esli avait mentionné, et Sylvain aussi, si c'est complémentaire à une action de santé publique ou peut-être que le gouvernement, finalement, vont l'encourager, puis à ce moment-là, on le sent comme quelque chose qui vient de la santé publique, puis c'est sûr que ça donne peut-être un certain sentiment de confiance, peut-être pas. Mais donc, je voulais réfléchir en fait à cet enjeu de marginalisation ou de population qui serait mise à l'écart. Si c'est quelque chose qui est complémentaire versus si c'est quelque chose qui fait partie d'une démarche de santé publique, parce que je pense que là, il y a un gros enjeu, entre autres, particulièrement dans cette réflexion de si c'est quelque chose de la santé publique ou si c'est quelque chose de complémentaire ou un peu à côté pour les populations qui a toute nommée que Esli avait nommée. Là, je pense qu'il avait bien soulevé la problématique. Et je voulais juste la mettre en lien. C'est pour ça que c'était ma première et ma deuxième question étaient ensemble. Sylvain, Marie-Pascale, vous y allez ou je me lance? Non, vas-y. C'est une question... Un sourire pour te lancer, vas-y. Et c'est une question essentielle, c'est une question vraiment fondamentale. Surtout que l'application qui est la plus en vue en ce moment au Québec, l'application proposée par l'Institut Mila, COVID, en fait, est aussi basée sur un algorithme qui se base sur l'apprentissage machine.
pour calculer le niveau de risque d'une certaine personne, de son niveau de contagiosité et aussi de son risque d'infection elle-même. Donc, même là, au niveau de ces données-là, il y a certaines hypothèses qui vont derrière ça. D'où proviennent ces données-là? Est-ce que c'est un échantillon représentatif? On voit ce problème-là de façon récurrente au niveau de différents outils issus de l'IA où des populations sont marginalisées parce qu'elles n'étaient même pas incluses dans la banque de données. Puis, que ce soit à bon escient ou mauvais escient, au final, le résultat est qu'on va voir certaines populations marginalisées. Dans ce contexte-ci, encore, une question très importante, c'est qu'on parle de surveillance. Et il y a certaines communautés qui, historiquement et actuellement, vivent encore plus mal ou particulièrement mal la surveillance. On peut parler à la communauté noire, à la communauté, certaines communautés où la surveillance policière est beaucoup plus présente. Et malheureusement, on pensait que le coronavirus, la pandémie serait un grand égalisateur, mais très rapidement, on s'est aperçu qu'au contraire, ça exacerbe des injustices sociales. On peut le voir malheureusement à Montréal-Nord où rapidement ça a été une des communautés, un des quartiers avec le plus haut taux d'infection. Et parallèlement à ça, il y a aussi une grande suspicion, une plus grande suspicion que d'autres parties de Montréal. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui, justement, de par leur héritage, de par leur contexte culturel, socio-économique, seraient encore plus marginalisés parce qu'ils ne voudraient pas utiliser l'application, ils ne se sentiraient pas confortables? Et par conséquent, ça les mettrait en marge. Ils ne pourraient plus avoir accès éventuellement à prendre le métro, à aller travailler, à aller faire l'épicerie. On pourrait parler d'une pression sociale assez rapidement qui se développe. Donc, ça, c'est une question fondamentale. Pour construire là-dessus, effectivement, on a tous, on entrevoit cette crainte de marginalisation de certains groupes. On a aussi parlé de l'implication justement du public et des patients dans le développement d'un tel outil. Et quelqu'un pose la question justement en disant, mais puisqu'il y a une volonté forte de la santé publique de pouvoir mettre de l'avant une telle technologie et puis de pouvoir l'intégrer aux outils existants, est-ce qu'on est véritablement en mesure de prendre en compte les perspectives du public et du patient, ou est-ce qu'on n'a pas peur que leur participation soit instrumentalisée? Est-ce que vraiment il y a une volonté de tenir compte de ces perspectives-là au niveau de nos gouvernements et de la santé publique? Là, je ne sais pas si on veut avoir une réponse politiquement correcte ou pas, là, mais c'est sûr que si on regarde de façon assez froide, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une très grande participation actuelle du public et des patients. Sylvain l'a bien expliqué dans la présentation tout à l'heure. Et je veux dire, je ne pense pas que ce soit un secret là, de dire que le développement actuellement d'une des applications qui est proposée au Québec n'a pas été vraiment co-construite non plus avec les citoyens ou avec des patients. Donc, les questions que se posent des scientifiques versus ce que se posent comme question des personnes qui sont directement en lien avec l'utilisation de l'outil sont très complémentaires, mais si elles ne sont pas présentes, elles ne sont pas en dialogue. Là. Donc, il manque une partie de l'équation. Et malheureusement, on est déjà dans une situation comme Sylvain l'a un peu dénoncé en disant on nous consulte à la fin. Donc, une fois que tout est fait, voilà, on pense à nous. Et on est un peu quand même déjà dans un phénomène qui est déjà assez proche de ça, malheureusement. Donc, comment on peut faire en sorte de rétropédaler sans avoir l'impression d'être instrumentalisé? C'est une excellente question. Alors, moi, je peux répondre politique. Non, mais premièrement, je pense que déjà, quand on parle de IA et d'intelligence artificielle et de toutes les données et tout ça, on est déjà marginalisé. Mon expérience des dernières années, c'est que c'est surtout la communauté intellectuelle qui s'en sert ou qui connaît comment que ça se passe, mais le public en général ne connaît rien du potentiel et de ce qui se passe à ce niveau-là. Et quand je regarde ce qui se passe dans les derniers mois, comme patient, là, je vais parler comme patient et non pas comme patient partenaire, je me sens assez garroché. Je vais le dire de même. Alors, la consultation, le partenariat, tout ça, on fait, les gens décident pour nous en nous disant que c'est pour notre bien, mais il y a plein de choses qui ne sont pas nécessairement bien dans tout ça. Alors, et je pense que ça va faire partie de la chose. Et
qui sait, ça va peut-être aussi être la réponse du public de dire c'est volontaire, oui, mais non merci, on a donné, on ne veut plus répondre. Je pense qu'il va y avoir à un moment donné une importance, puis il pourrait avoir une réaction du public, c'est sûr, parce qu'il y en a déjà, là, j'ai vu tantôt la théorie du complot, tout ça. Alors, c'est sûr qu'on a entretenu ça parce que les gens n'étaient pas, la santé, le service de santé, appelez-les comme vous voulez, n'ont pas été transparents complètement dans tout ce qui s'est passé avec le public. Alors, ça serait très difficile, ça va être très difficile d'avancer une application comme ça en disant « Faites-nous confiance, on va bien gérer ça ». Excusez, il fallait que je le dise. Oui. Merci, Sylvain. Et j'ajouterais aussi qu'on est dans une situation quand même particulière dans ce débat-là parce que même si on espérait qu'il y ait une éthique de la vertu derrière ça, on espérait que by design, comme tu disais si bien à la fin, Sylvain, qu'on implique les patients. By design, qui est l'aspect de sécurité, d'emblée, en amont du développement de ce genre d'outils-là. Mais dans ce contexte-ci, l'acceptabilité sociale fait partie des conditions de fonctionnement même de l'outil. Donc, même si le développeur n'était pas du tout, il n'y avait pas cette éthique de vertu a priori, dans les faits, ils n'ont pas le choix que d'impliquer certaines de ces notions-là. Mais effectivement, là, je vois certains des commentaires également, puis est-ce que c'est juste des prêts? Non, on espère que non, on espère que ce ne soit pas la façon que ça va se découler. Mais effectivement, c'est une dynamique quand même assez intéressante où je pense qu'il n'y a pas le choix que de faire embarquer le public. Il faut que la confiance se fasse, mais est-ce que c'est trop tard? À voir. Pour construire là-dessus, en fait, pour essayer de, peut-être, entre autres, pour essayer de définir ou mieux comprendre comment on voit la transparence, si on réfléchit à ça. Quelqu'un écrivait que Mila vont rendre public leur code. Est-ce que ceci est de la transparence? Est-ce que ceci est suffisant pour vous pour dire que le processus est transparent? Puis à ce moment-là, bien, si oui ou sinon, bien, qu'est-ce qui rendrait finalement un processus plus transparent et peut-être à ce moment-là plus prometteur ou source de confiance pour les gens qui recevront ça? Si je peux répondre facilement, quel serait le pourcentage des citoyens qui comprendraient ce que ça veut dire « on vous donne le code ». Je pense qu'on a une réponse. Alors, on vous donne le code. Ah, merci, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, je pense que déjà, on vient d'éliminer un grand pourcentage du public qui va dire « ça me suffit ». Je vais me permettre de faire un peu l'avocat du diable pour stimuler la discussion. Là, on parle de consentement, on parle d'outils de traçage qui sont construits avec la population, une éthique de la vertu dans la construction. Pourtant, vous avez montré dans la présentation, Google nous trace depuis des années, Facebook nous trace, les GAFA nous tracent et savent où on est, ce qu'on fait à tout moment, ce qu'on achète, ce qu'on voudrait acheter, ce qu'on voudrait faire, où on va aller en vacances, etc. Sans qu'on signe le moindre consentement, ou alors, oui, peut-être il y a un consentement qui est une vingtaine de pages écrites en minuscules caractères et il y a peut-être une phrase à la fin que personne ne va aller lire. Donc, on a ce paradoxe on est tracé constamment par l'industrie et là, on essaye de faire un outil pour nous aider et avec une vertu quand même dans son aboutissement et on met des freins par rapport à ça. Comment vous vous positionnez par rapport à ce paradoxe immense qu'on vit actuellement? Je pense que c'est une bonne occasion justement à saisir pour... il y a quand même des mouvements aussi qui essayent d'aller dans l'autre sens en expliquant qu'il y a quand même un abus de la manière dont on utilise nos données. Là, je pense que ça remet en lumière exactement ce que tu viens de dire, là, le fait qu'on n'a pas beaucoup de maîtrise et que quand il y a des nouveaux outils qui arrivent, bien là, ça devient encore plus évident. Là, on prend conscience, en tous les cas, de la façon dont on est manipulé par effectivement les GAFA et autres de ce monde-là. Donc, c'est aussi un moment un peu privilégié, je pense, justement, pour réfléchir à qui appartient les données, comment on peut retrouver une certaine maîtrise de nos données et savoir avec qui on veut les partager. Alors, c'est sûr, comme tu dis, on est encore dans une zone un peu utopique, là, mais en tout cas, ça nous oblige à regarder ça de plein fouet. Comme on dit, il y a un avant et après Covid. Est-ce que ça fait partie des questions justement de l'après-Covid, en disant, est-ce qu'on ne devrait pas revoir complètement le modèle d'affaires et puis faire en sorte que
la population soit plus forte et revienne en disant ben, moi, finalement, je veux beaucoup plus contrôler mes données que je ne le faisais jusqu'à présent parce que je me rends compte quand même de l'impact que ça peut avoir sur ma vie privée. Donc, je sais pas, là, il faut se poser des questions, effectivement, de savoir si on ne pourrait pas remettre en cause d'une façon plus générale le modèle et la façon dont on collecte des informations très personnelles sur nous et la manière dont c'est fait actuellement. Il y a une image pour enchérir là-dessus qui m'a marqué récemment, celle du le digital exhaust ou le tuyau d'échappement digital où on voit une personne qui marche et comme toute une info nuagique derrière avec justement les GAFA, toutes les traces digitales qu'on laisse derrière nous sans nécessairement le savoir ou sans savoir à quel point c'est important. Et donc, ça soulève la question de la citoyenneté digitale. Comme dit Marie-Pascale, est-ce que ça va stimuler ce genre de réflexion-là? On voyait, bon, Céline Dion est quand même populaire dans les recherches, mais aussi les questions de vie privée, les questions de traçage qui commencent bon, c'était pas très scientifique comme méthode, mais quand même intéressant de voir que des gens se posent ce genre de questions-là. Est-ce que ça va se concrétiser? Ça reste à voir. Mhm. Moi, je reviendrai au mot que j'ai dit tantôt, le trustworthy, la valeur de la confiance. Et je pense que ça va être là où est-ce que, comment on réussir l'acceptabilité de tout ça, mais que le public puisse s'embarquer là-dedans parce qu'il voit qu'il y a une valeur à faire confiance. Et comment la développer, ça, je n'ai pas le secret là. Et c'est pour ça qu'on fait une recherche. Mais je pense que aussi, je vois tous les éthiciens, tout ça, je pense que la valeur de la confiance va être très importante dans la transparence, mais tout aussi ce qu'il faut développer pour réussir à ce que la population décide d'embarquer volontairement et socialement là-dedans. Et Antoine, juste pour surenchérir sur ce que tu disais en termes de l'impact potentiel de cette intervention-là, supposons que là, finalement, après quelques mois, il y a d'autres pays qui ont déjà eu des applications du genre. On pourrait avoir des données préliminaires qui nous disent vraiment, là, on a de l'évidence que ça se permet de sauver des vies. Là, est-ce que ça devient éthique de ne pas l'avoir? C'est vraiment, c'est l'autre question aussi, parce qu'effectivement, le paradoxe que tu soulevais était très intéressant. On permet tellement à la base, mais là, si vraiment l'évidence que ça peut vraiment nous aider à déconfiner plus rapidement, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'une des prémices de base de la réflexion éthique dans ce débat-là, c'est à la base, si on continue comme ça, au niveau du déconfinement, comme pédiatre aussi, mais nous, on est très inquiets justement du sort des enfants, surtout des enfants les plus vulnérables, au niveau du développement, au niveau des risques de négligence, d'abus. Donc, il y a des grandes inquiétudes sur tous les pans de la société, surtout les personnes les plus vulnérables. Donc, est-ce que l'alternative est plus éthique? Donc, ça fait vraiment partie de la question aussi. Mais personnellement, je trouve qu'on n'a pas encore assez d'éléments de réponse, mais il faut aller les chercher, ces données-là, ces réponses-là. Super. Merci de nous renvoyer la balle de même, c'est merveilleux. Mais on s'en reparlera quand l'étude sort, d'accord? Il faut recommencer ça quand on le sait. Parce que là, c'est une très bonne question si on sait que ça sauve des vies. C'est une question. Je vais laisser en question, mais je n'ai pas du tout la réponse. Je n'étais pas prête à ça. Mais c'est un très bon point. Et c'est vrai que ça peut faire partie du point tournant pour le public, peut-être. Peut-être. C'est vrai que c'est peut-être une source de confiance. Il faut le demander pour ça. Puis à ce moment-là, comme je disais tantôt, tu mets ta valeur, un petit peu tes valeurs extrêmes là, derrière, puis tu dis, OK, pour le bienfait, go, on y va, en espérant qu'ils tiennent leurs promesses à la fin. Disons. Tu sais, OK, go, j'y vais. C'est pas la première fois que j'aurais fait ça, là, mais pourquoi pas? Je pense qu'il y avait une question... Il y avait une question, puis ça a un lien aussi avec une chose que Marie-Pascale avait dit pendant la présentation que j'aurais aimé juste entendre un petit peu plus en détail. C'était sur les différents âges et leur perception vis-à-vis des applications de traçage. Donc, c'est intéressant parce qu'il y avait comme un intérêt plus grand. Juste me corriger si je n'ai pas compris, parce que je veux m'assurer que j'ai bien compris. On avait l'impression dans la diapo qu'il y avait un intérêt plus grand pour une application de traçage chez les personnes plus âgées, puis moins grand chez les personnes plus jeunes. Alors que c'est quand même intéressant parce qu'on sait que les jeunes et la technologie sont souvent les early adopters.
Donc, je voulais juste avoir votre perception là-dessus. Puis, pour construire là-dessus aussi, que faire de cette notion de consentement auprès des jeunes? Donc, si on sait que nos jeunes sont souvent les early adopters, ils ont tous des téléphones cellulaires assez jeunes maintenant, comment réfléchir le consentement chez les jeunes aussi? Le consentement, je le laisserai peut-être à Esli, là, mais pour effectivement ce que tu mettais en évidence, en tout cas l'étude de Léger allait effectivement dans ce sens-là, en montrant qu'il y avait quand même, je ne sais pas si on peut parler comme de la fracture dont on a parlé tout à l'heure, il y a la fracture numérique, mais il y a l'air d'y avoir aussi une fracture générationnelle qui se voit évidemment aussi l'impact que ça peut avoir sur soi. Je pense que c'est assez humain de réagir comme ça quand on voit les chiffres et qu'on voit que la Covid est surtout effectivement particulièrement dommageable après un certain âge et beaucoup moins quand on est plus jeune. Donc c'est sûr que le sentiment de vulnérabilité face à la maladie n'est pas du tout la même. Puis on le voit chez les jeunes actuellement, ils ont vraiment l'impression en tous les cas que ça ne les touche pas, quoi. Donc c'est un peu normal qu'on se retrouve avec des chiffres comme cela. Puis c'est un peu toujours les tensions. Moi, c'est ce que j'aime là, dans la vie scientifique, c'est aller rechercher ces tensions-là. Puis je pense que tu les as bien mises en évidence là. C'est que d'un côté, ce sont les personnes qui maîtrisent le mieux la technologie, qui se sentent le moins concernées, puis ceux qui, entre guillemets, soi-disant, la maîtrise ou un peu moins l'autre. Mais en même temps, les données qu'on a au niveau canadien nous montrent que les générations de plus de 50 ans ne sont pas du tout des générations si hermétiques à la technologie. Là. On a quand même beaucoup d'idées reçues dans le domaine, alors que dans les faits, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, je pense qu'on a vraiment, en tous les cas au Canada et au Québec, des personnes qui utilisent quand même pas mal la technologie. Là. En tout cas, les derniers, je n'ai pas les derniers sondages, là, mais ceux qui avaient été faits il y a 2-3 ans, là, montraient quand même que même chez les personnes de plus de 65 ans, ils les utilisaient largement. Donc, on peut compter effectivement quand même sur une population qui sait l'utiliser et puis qui pourrait éventuellement participer. Et ce qui est intéressant dans cette question aussi, c'est qu'il n'y avait pas seulement une application à des fins de prévention, c'est-à-dire attention, vous êtes à risque, faites attention à vos contacts, on vous donne des recommandations de santé publique. Il y avait aussi une question de surveillance. Est-ce que vous respectez les mesures de distanciation sociale? Je suis revenu sur la diapo. Donc peut-être c'est là où les ados se disent ça me tente pas vraiment d'être surveillé à ce point-là. Donc il y avait une plus grande méfiance à ce niveau-là. Donc peut-être ça explique en plus de ce que Marie-Pascale dit. Puis pour le consentement, vu que Esli, la question te revenait apparemment. Peux-tu juste répéter la question pour le consentement? La question qui suivait, c'était que faire des jeunes et entre autres que faire du consentement des jeunes, sachant qu'ils ont presque tous maintenant un téléphone intelligent et un exhaust pipe de données là, qui fuit largement. Mais dans cette démarche qui serait plus une démarche de santé publique, comment réfléchir le consentement pour les plus jeunes? Je leur demanderais. Je leur demanderais, peut-être qu'on pourrait même les inclure dans notre processus de co-construction. Ça nous donne des idées aussi. Absolument. On a déjà dans l'idée qu'on voulait être à 14-15 ans, là, commencer à les inclure parce qu'ils ont vraiment des réflexions très pertinentes à partager avec nous. Puis ils ont quand même une certaine conscience c'est ça, du partage des données. Ils sont ils sont conscientisés en tous les cas. Là. Je pense qu'à l'école, en tous les cas, on leur en parle pas mal. Donc, la façon qu'ils expérimentent la littératie digitale et la vie digitale, la citoyenneté digitale est peut-être très différente, comme t'expliquais Marie-Pascale. Et comme tu faisais aussi un commentaire un peu plus tôt, Sylvain, par rapport à tes enfants même, où leur perception vis-à-vis de ces technologies était très différente, selon leur âge aussi. Alors, j'ai fait une petite expérience rapide avec 5 individus, parce que j'ai 5 fils. Donc, avec la méthode, de 18 à 27 ans, je leur ai mis une mise en contexte. Et sur les 5, il y en a 2 qui étaient complètement, directement all-in, sans même plus de spécifications. Alors qu'il y en a un qui est arrivé complètement avec tous les complots que j'ai vus. Là, il paraît que papa, ils vont mettre des nanorobots dans les prises de sang, dans le vaccin, etc. Alors,
je me rends compte que ça va être important aussi de non pas juste consulter la population, mais aussi d'aller par strate d'âge pour voir et pouvoir comparer et d'écouter aussi c'est quoi, on parlait d'enjeux, qu'est-ce qui fait que oui, j'adhère ou non, je ne veux pas adhérer, c'est quoi les différences selon les générations. Ça va être intéressant aussi, je pense, de savoir qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Oui, c'est vraiment, ça ouvre en fait des enjeux et puis des possibilités de recherche inouïes qui sont fascinantes au niveau social, au niveau technologique, etc. Et encore, pour finir, j'ai essayé de combiner les restes de questions par rapport justement à cette notion aussi de boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir sans véritable balisage. Et puis, tu le disais, Leslie, aussi, sans vraiment connaître qu'est-ce qui va en ressortir ultimement. Est-ce qu'on va vraiment être capable de sauver des vies? Est-ce que l'urgence de la situation nous autorise et nous légitimise dans une certaine mesure d'agir de cette manière? Et puis, comment est-ce qu'on peut se permettre justement d'aller trop vite, quitte à réfléchir et à revenir en arrière par la suite? C'est une question qui peut s'appliquer depuis le départ de la gestion de la Covid. Ce n'est pas uniquement dans le contexte du traçage numérique. Là, je pense que c'est en tous les cas un cas vraiment à étudier aussi en rétrospective là, pour savoir comment on a été capable de pouvoir mettre en place des mesures de confinement aussi strictes dans des sociétés quand même démocratiques, sans consultation démocratique. Ça, c'est une vraie question. Et surtout au nom effectivement de protéger la vie des autres, en sachant qu'il y a aussi d'autres problèmes de santé où on intervient de façon moins énergique, là, alors que c'est aussi des maladies infectieuses qui peuvent être ravageuses dans certains contextes. Donc, je pense que ta question, moi, en tous les cas, elle m'interpelle constamment dans la gestion de la crise. Et je n'ai pas la réponse, mais je trouve qu'en tous les cas, on a de quoi y réfléchir au niveau philosophique et éthique pour quelques années. Puis surtout, apprendre de ça. Et ça revient à notre boucle quand même de participation du public. Là, je pense que là, je n'ai pas beaucoup de connaissances, en tout cas au niveau international, de consultation vraiment réelle des gens pour voir un peu comment il fallait réagir, comment on conscientise tout le monde. Peut-être un peu plus la Suède. Là, la Suède a vraiment beaucoup fait confiance, en tout cas a fait particulièrement confiance à sa population, là, en disant on va être capable de pouvoir travailler avec la population. C'est vraiment un modèle, je pense, intéressant à regarder, puis de voir aussi comment ils vont utiliser aussi le traçage numérique dans un contexte comme celui-là. On parle beaucoup de proportionnalité en termes de à quel point est-ce que justement la situation actuelle justifie qu'on puisse éventuellement accepter certains trade-offs au niveau des droits individuels. Et la situation est tellement changeante. Donc ça reste à... Je pense qu'il faut rester à l'affût à tous les jours. On a des nouveaux éléments d'information, des nouvelles études qui nous en apprennent sur l'épidémiologie, sur les différentes démarches en santé publique et leurs impacts. Et je regardais une publication récente de Oxford et Alan Turing Institute qui comptait à peu près 43 applications à travers le monde, en date du 20 avril, sûrement qu'il y en a d'autres, mais 43 applications de tracking et de traçage digital. Donc, c'est sûr qu'il y en a déjà qui sont en pleine en vogue maintenant, qui sont déjà implémentées. L'Alberta en a une, Trace Together en Alberta, alors qu'il n'y a même pas beaucoup de cas non plus. Donc, c'est en train d'avoir lieu, là. C'est vraiment une expérimentation sociale, si on peut dire, une randomisation sociale selon les différentes juridictions. Donc, évidemment, une belle opportunité d'étudier en direct, je dirais même. Ouais. Moi, je rajouterais, je pense que ça va falloir s'adapter aussi progressivement et avoir l'humilité de si ils ont choisi une application ou une approche et qu'ils voient qu'ils se trompent, s'il vous plaît, ayez l'humilité de le dire devant le public pour qu'au moins il y ait une confiance plutôt que de maintenir le cap en sachant qu'on va vers un mur. Alors, c'est sûr que politiquement, ça ne se fait pas, là, mais ça pourrait être extraordinaire de dire, écoutez, on veut essayer ça, progressivement le fait. Si on se trompe, on revient ou on essaye d'autres choses. Je viens du milieu du théâtre ou avec Robert Lepage, où est-ce que pendant la nuit, on changeait le décor de bar ou des choses comme ça. Alors moi, si on a l'humilité de dire, OK, on essaye ça, c'est correct, mais il faut le faire ensemble.
C'était très intéressant ça, Sylvain, parce qu'en fait, surtout dans l'application COVID, du fait où, par design, ils se basent sur les données que l'application va générer pour actualiser leur modèle, pour entraîner leur modèle. Donc, ça se peut qu'au départ, leur modèle d'apprentissage machine qui va générer le risque de probabilité, la probabilité, dans le fond, d'infection, de transmission, qui ne soit pas au point. Mais je pense que cette transparence-là, comme tu mentionnes, Sylvain, est essentielle pour que les gens continuent à utiliser l'application si on juge que c'est vraiment pour le bien de tous et que ça se fait de façon responsable, mais qu'ils comprennent aussi pourquoi au départ, ce n'était pas aussi efficace qu'on l'aurait souhaité et est-ce qu'on a assez de données pour dire que oui, dans le futur, grâce à la contribution de tous, ça pourrait être plus efficace. Mais cette contribution-là est essentielle. Oui, et d'ailleurs, dans l'avis qui a été développé là, par le Conseil, la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, là, c'était vraiment un des points qu'ils ont soulevé de manière importante, c'est le suivi continu et l'évaluation en continu, justement, non seulement de l'implantation, mais aussi de la manière dont les algorithmes s'améliorent et comment on peut rendre aussi tout le processus plus transparent. Donc, je pense que c'est vraiment un point essentiel là, qu'on est en train de discuter en ce moment là aussi pour continuer à développer la confiance, qui est vraiment la clé de cette solidarité que l'on peut partager au niveau de l'ensemble de la société. Je pense que ça conclut parfaitement votre présentation. Merci beaucoup. Puis je pense que ça conclut la présentation. Puis je pense que ça montre l'importance de ce que vous faites. Donc, je veux vous remercier pour votre présentation, vos réponses ce soir, mais aussi pour les travaux que vous faites. J'ai vraiment hâte, finalement, de continuer à voir ce que vous allez faire avec tout ça, puis de vous lire et de vous écouter dans le futur, encore une fois. Là. Vous recevez plein de merci dans le chat en passant, je vous le dis. Là. Donc, merci de la part de nous tous. Je vous souhaite une super belle soirée. À bientôt. Et merci à vous de nous avoir invités. Hein, vraiment, c'était très, très agréable d'être avec vous ce soir. Un grand merci, c'est vraiment réciproque. C'est pas super. À bientôt. À bientôt à vous tous.